avec ici une photo où on nous voit en 2020 avec Jamila, son époux, et deux autres docteurs. Et donc, elle va vous raconter sa triste aventure et son combat d'aujourd'hui de femme courageuse. En ce qui me concerne, je vous remercie pour votre attention. Alors tout d'abord, merci Jean-Marc pour cette introduction et merci pour ton exposé qui est toujours fort intéressant à travers l'histoire du sepsis qui a toujours cohabité donc avec l'être humain. Merci Madame la Présidente de l'Université de Saint-Germain qui me reçoit, c'est un honneur. Mesdames et Messieurs les adhérents, donc je vais commencer à vous raconter d'abord mon histoire et comment j'ai pu créer donc cette association France Sepsis Association, qui est une association de patients atteints de sepsis. Ah pardon, je me mets là. Non, parce qu'ils veulent. Assieds-toi. Ah d'accord. Et puis tu donc. Excusez-moi. Juste tu appuies sur ce bouton-là, la flèche droite, pour faire avancer. Alors celle-ci, hein. Voilà. Non, celle-là. Ok, très bien, merci. Alors donc je disais, c'est une association qui a été créée donc en juillet 2020, donc suite au décès de mon fils Fares, que je vais vous relater donc un petit peu son parcours hospitalier, et qui a été fondée grâce donc à certains professeurs tels que Jean-Marc Cavaillon, chercheur, le professeur Djilali Adnan, qui est un grand réanimateur, et puis nous avons aussi le professeur Jean Carlet, qui est un ancien chef de service de réanimation de l'hôpital Saint-Joseph. Puis, bien entendu, donc, des familles de patients qui ont été atteints, dont une maman qui a pu sauver in extremis son fils, qui était bébé à l'époque, et qui a fait un sepsis suite, justement, comment dirais-je, avec une angine bactérienne. Alors, qui je suis? Donc, je suis... comme je l'ai dit, fondatrice de France Sepsis Association, membre des experts mondiaux de Genève et pilote de la commission santé au sein de l'Ordre mondial des experts, puisque quand j'ai créé mon association, j'ai été tellement visible sur les réseaux sociaux qu'il y avait un ordre des experts qui regroupe tous les experts du monde entier, quel que soit donc le domaine de compétences, et on a voulu absolument décerner tout le parcours et les recherches que j'ai pu faire sur le sepsis suite au dossier et l'analyse du dossier médical de Fares. J'ai également rejoint... alors, est-ce que vous m'entendez? Parce que peut-être je m'approche un peu... Vous m'entendez bien? D'accord. Je suis également membre de l'Association nationale des collaborateurs des ministres et des parlementaires, puisque antérieurement, j'étais aussi assistante parlementaire et donc j'ai travaillé auprès d'un sénateur au Sénat. J'ai préparé un DU partenariat et engagement que j'ai achevé l'été dernier, donc à l'Université de médecine de Lorraine. Je suis également formatrice, analyse des pratiques et expertise patient donc à l'Université de médecine de la Sorbonne, puisque j'interviens aussi au niveau de la formation des patients experts qui sont des patients qui deviennent experts à l'Université des patients par rapport à une pathologie chronique qu'ils portent. Et donc avec la formation donc universitaire et un diplôme à la fin, donc un DU, ils deviennent experts et peuvent intervenir en tout cas au sein d'un groupe au niveau de l'hôpital, tel que aider le corps médical, mais aussi des patients qui portent la même pathologie. J'ai également fait une masterclass analyse des pratiques expertise patient à l'Université de la Sorbonne. Ça, c'était en matière du risque infectieux à l'hôpital, donc bien entendu tout ce qui concerne les infections nosocomiales et l'importance de la vaccination pour les soignants, puisque les soignants sont proches justement des personnes qui sont vulnérables, qui arrivent à l'hôpital avec une pathologie ou une comorbidité, et ils peuvent éventuellement contracter donc des infections nosocomiales suite aux soins. Je suis également membre, et ça c'est tout récent, de la Health First Europe Group AMR, puisque j'interviens sur l'antibiorésistance, donc justement l'usage des antibiotiques excessifs, et là on mène une campagne pour utiliser les antibiotiques quand c'est efficace, bien entendu, avec l'ordre du médecin. On ne prend pas des antibiotiques à tort et à travers, c'est avec l'accord du médecin. Membre de la European Network for Safer Healthcare, pareil, donc c'est aussi un groupe de travail avec des patients, mais aussi des chercheurs, des professionnels de la santé de toute l'Europe. Membre de la Global Sepsis Alliance et groupe de travail européen Sepsis Alliance, qui est une organisation européenne, mais elle a aussi une organisation mondiale, et donc elle lutte activement depuis 2012 sur le sepsis, donc à travers pas mal de
comment dirais-je, de campagne, donc surtout pendant la journée mondiale, mais aussi à travers des groupes de travail pour les patients qui ont eu un sepsis ou qui sont décédés de sepsis avec leur famille, donc pour apporter des éclairages et des témoignages. Je suis également membre de l'Institut français de l'expérience patient, donc une institut française qui utilise l'expérience du patient à travers un parcours médical et qui apporte leur expertise, leur expérience pour monter des travaux et pour améliorer le parcours de soins, quelle que soit la pathologie du patient. Également membre du groupe de travail avec les sociétés savantes de réanimation françaises. J'ai écrit aussi un ouvrage qui ne devrait pas tarder à sortir donc prochainement, donc aux éditions universitaires européennes, sur le sepsis, une urgence et priorité de santé publique mondiale. Et je suis aussi co-rédactrice sur l'épidémiologie du sepsis, donc à travers un ouvrage aussi qui devrait sortir en novembre prochain, de Sepsis Codex, avec les sociétés savantes mondiales de réanimation et soins intensifs, où j'ai rejoint des grands réanimateurs du monde et j'interviens en tant que présidente de France Sepsis Association avec un éclairage d'une maman et aussi d'une citoyenne engagée. Voilà pour mon parcours. Alors mon combat, c'est lutter contre le sepsis, donc le sepsis qui est une priorité et urgence de santé publique mondiale. L'OMS justement a décrété en mai 2017 à tous ses États membres, les a interpellés pour mettre en place dans chaque pays respectif donc la prévention, le diagnostic, pour avoir une prise en charge optimale et pour éviter bien entendu les décès, puisqu'on peut éviter les décès par sepsis. Donc voilà, c'est la photo de Fares qui nous a quittés il y a maintenant 4 ans bientôt, en novembre 2018. Donc il a perdu la vie suite à un choc septique, donc la conséquence d'un sepsis qui a donné donc un choc septique sur donc une infection qui était localisée, qui était une appendicite qui est devenue une péritonite en milieu hospitalier. Donc on peut déjà attribuer à son parcours, malheureusement pour nous, donc le retard de diagnostic dès le départ. Alors Fares, il a eu les premiers signes d'alerte ont été des douleurs abdominales, il vomissait. La première réaction que j'ai eue, c'est d'aller à l'hôpital. Mon premier réflexe, puisque j'ai vu que ces vomissements étaient très abondants, donc je me suis dit peut-être que c'est neurologique. Nous arrivons à l'hôpital, donc il est vu tout de suite par une interne qui est en 9e année, donc j'ai quand même insisté pour savoir si c'était une interne de quelques années ou c'est vraiment quelqu'un d'expérimenté. Donc j'avais confiance, elle me dit ne vous inquiétez pas, c'est une gastro-entérite et effectivement nous étions en pleine épidémie de gastro-entérite au mois de novembre. Il s'avère que nous rentrons chez nous avec bien entendu une ordonnance, avec les prescriptions. Le lendemain, je vois que Fares, ça ne s'améliore pas, il a un deuxième signe, c'est la diarrhée. Donc là, je me dis, bon, la diarrhée, vomissement, ça fait un peu trop. Donc je vais tout de suite consulter un médecin de ville qui est à côté de chez moi, qui reçoit Fares, qui me dit non, c'est pas une gastro, c'est peut-être une constipation. Donc on passe, si vous voulez, à un deuxième diagnostic, donc la constipation, et j'insiste bien, je dis bien, j'insiste bien, à aiguiller le médecin en demandant si c'était pas l'appendicite. Et ben non, à chaque fois on me disait non, ce n'est pas l'appendicite, ça ressemble plutôt à une constipation. Donc vous faites le traitement, je vous donne une ordonnance pendant 3 jours, et puis normalement ça devrait s'améliorer. Il s'avère que donc, je poursuis ce que me dit le médecin, je vois que ça ne passe pas, et là, signal d'alerte, je vois qu'il se fatigue énormément. C'est-à-dire, c'est pas Fares que je connais, c'est Fares plutôt qui a envie de dormir, Fares qui n'a pas envie de manger, etc. Donc je rappelle le médecin, donc de ville, soit 3 jours après comme il me l'a prescrit, et je demande à ce qu'il soit revu par le médecin. Et là, le médecin refuse, donc le médecin de ville refuse, en prétextant que c'est moi qui m'inquiète, je suis une maman angoissée, et que Fares, en fait, c'est tout à fait normal, le côlon chez un enfant, ça fatigue beaucoup. Donc voilà, il fallait que je fasse confiance au médecin, mais mon intuition a fallu que j'intervienne tout de suite en disant, si c'est pas lui, ça sera un autre médecin, donc j'appelle mon médecin traitant, qui est toujours surbooké, et là, j'insiste en disant, c'est bon, il y en a assez, il a vu dans un premier lieu l'hôpital, on me dit que c'est une gastro,
Là, je vois qu'il ne va pas bien, il a d'autres symptômes. Donc je vais chez le médecin, on me dit que le changement de diagnostic, c'est plutôt une constipation. Donc j'aimerais avoir un avis encore d'un autre médecin. Donc là, il me reçoit en urgence et il détecte tout de suite qu'il a un ventre souple, mais qui nécessite d'aller faire des investigations à l'hôpital. Donc nous nous rendons à l'hôpital avec un courrier du médecin. Et là, quand nous arrivons à l'hôpital, c'est l'hôpital où j'ai été la première fois, parce que j'ai refusé, je me suis dit autant changer d'hôpital s'ils n'ont rien vu. Et il m'a dit non, puisque c'est la période, voilà, il y avait la grève des chirurgiens, il préférait que je retourne pour aller plus vite, en tout cas dans le parcours de Fares de prise en charge, de retourner à l'hôpital. Donc je vais à l'hôpital avec le courrier du médecin, je suis vue par un interne qui a été exceptionnel, qui a tout de suite compris qu'il y avait quelque chose et qui a sollicité donc un avis chirurgical. Donc il a demandé dans le bloc des urgences de faire venir le chef de service de chirurgie pédiatrique. Ce chef de service pédiatrique arrive, donc ausculte Fares, sans écouter l'histoire, bien entendu, c'est moi qui insiste pour donner des informations importantes. Et là, il pose la question à Fares, tu as mal où, j'ai mal au ventre, etc. Et là, j'insiste, je dis, monsieur, qu'est-ce qu'il a, mon fils? Parce que là, ça fait un moment que ça traîne. On arrive quand même au 3e médecin. Et vous êtes le 4e, en plus c'est un chirurgien viscéral, donc c'est la bonne personne qu'il me faut. Qu'est-ce qu'il a? Je ne sais pas. Donc il insiste à me dire, vous allez sortir du box, puisque Fares n'a pas d'urgence vitale. Donc on va, comme vous avez un parcours de quelques jours, on va l'hospitaliser et le surveiller. C'est ce qu'il a fait. Donc on est sorti donc du box, sachant qu'on a fait un prélèvement sanguin. Et le médecin de ville avait demandé donc une échographie abdominale. Donc nous sortons, nous allons directement au service donc, de ce monsieur, du chef de service de chirurgie pédiatrique. Nous arrivons en chambre, donc là on est bien installé, etc. Et on attend. On attend alors que Fares souffrait énormément, donc des douleurs atroces. Je ne pouvais pas supporter comme toute maman. Donc j'arrêtais pas de faire la navette avec le box des infirmières qui étaient en face de moi en demandant s'il vous plaît, faites quelque chose. Fares ne va pas bien, ne vous inquiétez pas madame, ne vous inquiétez pas, vous êtes une maman angoissée, ça se voit. J'ai dit écoutez, ça fait quelques jours qu'il ne va pas bien, je suis ici, j'aimerais bien avoir des explications, qu'est-ce qu'il a en fait, sinon pourquoi être à l'hôpital? Donc on m'a dit on va attendre les résultats. Donc là je pose la question, les résultats sanguins normalement vous les avez entre 1h30 et 2h, et moi quand je me suis rendue dans le bloc des infirmières on était à plus de 3h, donc normalement les résultats étaient tombés. Donc j'insiste pour obtenir les résultats, et là la nouvelle c'est que le dossier médical de Fares n'a pas été transmis. Donc on insiste, on a pu obtenir les résultats sanguins, et là on me dit non madame je ne peux pas vous en parler, c'est une infection qu'il a au niveau abdominal, vous attendez que le médecin vienne vous voir pour vous expliquer la suite du parcours. J'attends toujours 2 heures, 3 heures, et pas de médecin, donc je retourne dans le box, j'ai dit écoutez là c'est pas normal, comment se fait-il que je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas ce que vous allez faire de mon enfant, sachant qu'on est là depuis de nombreuses heures. Donc la seule chose qu'on m'a dit, c'est on va lui mettre du paracétamol, voilà, pour calmer les douleurs. Et on l'a laissé comme ça pendant des heures et des heures. Donc la nuit, Fares m'a fait une première crise très violente. Là, je sonne, parce que j'ai dormi avec lui, en fait je ne pouvais pas le laisser tout seul, bien entendu, en tant que maman. Donc la première chose, c'est d'interpeller les infirmières. Une première qui était arrivée, qui m'a dit « Arrêtez madame, vous vous inquiétez, ce n'est rien du tout, votre fils est à l'hôpital. » Je dis « D'accord, mais je suis à l'hôpital, mais en fin de compte, il n'y a rien qui se passe. » Voilà, donc moi je veux un médecin. Donc j'insiste sur un médecin. Et on essaie de me calmer en disant que le médecin va arriver, il est aux urgences, dès qu'il a un petit moment, il va se libérer parce que votre fils n'est pas un cas urgent. Donc là, tout de suite, je rebondis, je fais et le scanner, parce qu'il y avait un scanner qui a été demandé, normalement c'était une écho, on est passé par un scanner selon l'avis du chirurgien. Elle me dit non, le scanner ne sera pas réalisé puisque votre fils n'est pas un cas urgent et il y a d'autres cas plus urgents que Fares. Donc j'exécute, je me tais et je supporte en fait toutes ces heures interminables. Donc la deuxième crise violente à quelques heures près, je ressens, je dis là c'est bon, il faut appeler un médecin, je pense que son état se dégrade. Mais non madame, vous dites n'importe quoi, pourquoi il transpire? Parce que moi en même temps j'observais mon fils, étant donné aussi que je travaille avec des enfants. Donc je travaille, non seulement je fais des gestes d'urgence, donc je connais très bien les alertes, les signes d'alerte quand un enfant va mal,
Donc j'explique, je montre les signes, je dis que Fares, c'est pas normal qu'il transpire comme ça, Fares est crispé, Fares est très tendu, appelez-moi un médecin, mais non madame, c'est le Doliprane qui fait cet effet-là. Bon, ne vous inquiétez pas, on va lui mettre un autre médicament, donc un Antavu qui était un peu plus fort et qui l'a assommé jusque le lendemain matin, donc soit à 7h45. Voilà, j'ai pas entendu Fares depuis minuit la veille jusqu'à le lendemain. Le lendemain matin, j'ai eu la visite d'un chirurgien, donc un chirurgien viscéral qui entre dans la chambre, voilà, qui se présente, je suis chirurgien, je dis enfin, on a un médecin. Il ausculte l'abdomen de Fares et il me dit c'est bon, nous allons l'opérer. Et là, comme toute maman, je pose la question, vous allez l'opérer de quoi? Ah bah de l'appendicite. Alors là, je sais le verdict qu'il ne fallait pas que j'entende parce que depuis le départ, je disais que c'était peut-être l'appendicite, mais comme je ne suis pas médecin, je n'ai pas la compétence, donc une maman ne peut pas avoir cette compétence-là. Donc il s'avère qu'on me demande de préparer Fares pour qu'il soit aseptique et pour aller au bloc opératoire, soit dans l'heure où est passé le chirurgien viscéral. Et là, Fares me dit maman, je me sens très mal. Donc là, je me suis dit bon, bah, peut-être avec tout ce que tu as comme médicament, entre un antalgique plus le Doliprane, trop de consommation, peut-être que effectivement ça donne cet effet-là. Donc je le rassure, je le laisse vers le bord du lit et je l'interpelle une deuxième fois pour aller faire ce bain. Et donc on arrive dans la salle de bain et je vois que ses yeux virevoltaient. Je me dis non, c'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc tout de suite, je rabats le couvercle des toilettes, je l'adosse au mur et là, j'alerte. J'alerte donc l'équipe, puisque la porte était entrouverte, je dis dépêchez-vous, il fait un malaise, en fait il convulsait. Donc là, j'ai eu le passage de 3 personnes, je suppose une infirmière et puis des aides-soignantes. J'explique qu'il faut absolument faire intervenir un médecin parce que je vois qu'il y a une convulsion. Tout de suite, on m'a dit non, ce n'est pas une convulsion, vous vous trompez, c'est une crise d'angoisse. J'ai dit non, je connais mon fils n'a jamais fait de crise d'angoisse, c'est pas maintenant qu'il va en faire un. Par contre là, il y a bien un élément qui est très important, c'est que c'est pas normal qu'il soit aussi tendu comme donc une convulsion. Donc je leur montre pour vous dire que j'ai été jusqu'au bout par rapport à ce que j'ai appris en formation. J'essaye de détendre les mains et les pieds, rien à faire. J'arrivais pas à le détendre, donc je savais pertinemment que c'était une convulsion. Et je vois qu'il commençait à partir. Donc je leur disais attention, il est en train d'être inconscient. Mais non madame, ne vous inquiétez pas. On demande à une des collègues de rapprocher le lit donc vers la salle de bain pour l'allonger en fait, pour le mettre sur le lit. Et là, je vois que Fares est inconscient, puisque j'interpelle, il ne me répond pas, j'entends la respiration très rapide, mais voilà, ses yeux, je ne voyais que le blanc des yeux, je leur ai dit, vous n'avez pas le droit de l'allonger, c'est interdit. Donc on a quand même insisté en disant que vous vous trompez madame, c'est une crise d'angoisse, et vous allez voir, on va le couvrir, il va aller très bien. C'est ce qu'elles ont fait, donc je n'avais plus le choix. C'est d'écouter, d'exécuter, donc elles l'ont mis dans le lit, elles l'ont remis à l'emplacement initial. Fares ne répondait pas, elles sont sorties de la chambre, moi je m'approche du lit de Fares, j'interpelle Fares, il était inconscient, je me dis c'est pas possible, comment on a pu le laisser comme ça. Et à un moment donné, Fares répond, et là je vois qu'il a une lenteur de la parole. Là, je me dis il y a quelque chose qui s'est passé avec dans son cerveau. Je ressors, je quitte la chambre, je le rassure en disant ne t'inquiète pas, je laisse la porte ouverte, je cours, et je crie en fait, parce qu'il y a des personnes, on était un samedi matin dans le service, et j'alerte en disant s'il vous plaît, il faut qu'il y ait de l'aide, mon fils est en train de partir. Et il s'avère qu'il y avait une externe qui est arrivée, qui me dit madame, arrêtez de vous inquiéter, votre fils va très bien. Je dis non, il ne va pas très bien, regardez son état, c'est pas normal cette lenteur de la parole. Et je lui ai fait signifier que Fares respirait mal, donc pour moi c'était une détresse respiratoire. Elle n'a pas voulu, on était plutôt dans le déni, je l'avoue, on était dans le déni, donc je montrais en fait tous les éléments nécessaires pour me mettre un diagnostic et pour avoir un médecin, que je n'ai pas pu avoir malheureusement. Et donc, pour essayer de me réconforter, en tout cas pour partager ce déni, elle me propose de prendre les saturations de Fares avec elle, donc j'exécute, je dis bien sûr. Elle prend le premier appareil qui ne marchait pas, le deuxième, on passe au troisième appareil, elle n'y arrivait pas. Et à ce moment-là, donc, elle fait venir une équipe infirmière qui prennent l'index de Fares, pour savoir la saturation, on n'arrivait pas à capter. On lui demande de prendre l'orteil, pareil, on n'arrivait pas à capter, donc là c'était vraiment en état critique. Et puis il y en a une qui dit, alors tu vas pincer l'oreille.
Et là, quand on pince l'oreille, moi j'étais devant l'appareil avec l'externe et je vois 60% de saturation, sachant que c'est très grave. Et on a osé me dire, Madame, c'est l'appareil qui dysfonctionne. Voilà. Et quand on m'a dit que c'est l'appareil qui dysfonctionne, là j'ai hurlé. J'ai dit non, là c'est très grave. Mon fils est en manque d'oxygénation. Et au moment où je dis ça, effectivement, Fares était en train de s'asphyxier devant moi. C'est-à-dire qu'il n'arrivait plus à respirer. Ses côtes s'enfonçaient, on entendait un bruit. Il était en état de panique parce qu'il n'arrivait plus à avoir d'oxygénation. Donc j'ai demandé qu'on l'oxygène. On m'a dit que je me trompais, que c'était une crise d'angoisse. Et moi j'étais bien sûr persuadée que ce n'était pas une crise d'angoisse, mais on était vraiment dans un état plus critique que ça. Et j'ai demandé à avoir un médecin. Toujours pas le médecin. Voilà, il a fallu que je bataille. J'ai demandé d'oxygéner Fares, parce que je savais ce qu'il fallait faire, étant donné que je suis formée. On m'a dit que non, il n'avait pas besoin d'oxygène, donc on l'a laissé comme ça en état. À force de crier, donc l'externe est sorti. Elle a appelé, donc je pense, le service adéquat, qui est revenu, l'externe est revenu au bout de 5 minutes pour me dire, Madame, c'est bon, on va le descendre en SSPI. Donc je lui dis, c'est quoi la SSPI? On m'a dit que c'était la salle de réveil, c'était même pas la réanimation, c'est une salle de réveil parce qu'il n'y avait pas d'anesthésiste et seul un anesthésiste réanimateur devait surveiller Fares. Donc on descend, sachant que Fares était à 60% de saturation. Et il y a un autre élément, pardonnez-moi, je ne vous l'ai pas dit, il avait des marbrures parce que justement l'externe a soulevé le drap et elle a regardé ses jambes et ses ongles de la main et des pieds. Et quand elle s'est absentée, j'ai fait exactement le même geste et j'ai remarqué tout de suite que Fares avait malheureusement donc un trait bleu bien prononcé sur les ongles, donc je savais qu'en fait il manquait d'oxygène. Donc on m'a demandé de les suivre. À mi-chemin, Fares pousse un cri très violent, voilà, dans le couloir. Et là, Fares n'était plus là en fait. Pour moi, c'était un arrêt cardiaque, je le dis, hein, même si je ne suis pas médecin. Je n'ai plus en tout cas revu Fares à ce moment-là, puisqu'il s'est éteint à ce moment-là. Donc le réflexe, pour moi, c'était de faire les gestes d'urgence, mais malheureusement, j'ai été confrontée entre ma formation et en même temps ma conscience, puisque j'ai fait du droit aussi antérieurement. Et je me suis posé la question, ai-je le droit de le secourir, sachant que je suis avec des professionnels de santé et également dans une structure. Donc pour moi, il était anormal et même interdit de le toucher, puisque je n'avais plus cette responsabilité de maman. J'ai été confiée donc à une structure. Et là, je leur ai demandé si on pouvait faire les gestes d'urgence, puisque pour moi, il était en arrêt cardiaque, et on m'a encore dit, Madame, vous vous trompez, votre fils, il n'est pas en arrêt cardiaque, votre fils fait une crise d'angoisse. Donc, arrivé en salle de réveil, Fares était inconscient. Pour moi, il était déjà mort. Donc, j'étais en face de la vitre parce que je n'avais plus le droit de rentrer, puisque voilà, hein, c'est interdit, c'est pour risque infectieux. Et donc, j'ai tout observé. Personne n'a fait attention à moi parce que toute l'équipe était en état de panique et il y avait au moins 10 à 15 médecins autour du lit de Fares. La seule chose que j'ai pu voir, c'est que bien entendu, on ne l'a pas oxygéné, parce que l'oxygénation, quand on fait un arrêt cardio-respiratoire, on doit oxygéner, on fait le massage cardiaque et dès lors on oxygène rapidement. Là, ça n'a pas été le cas de Fares. Je suis restée de 15 à 20 minutes devant cette vitre. Il n'y avait rien qui se passait, mis à part des discussions avec l'équipe et une lampe torche qui est passée devant les yeux de Fares. Donc là, j'avais la confirmation que mon fils était bien mort. Voilà, à partir de là, j'ai bien entendu, je suis une maman, comme je le dis, je reste une maman qui a été non seulement témoin des faits, témoin de tous ces dysfonctionnements, puisque pour moi c'est des dysfonctionnements majeurs, à la fois par la méconnaissance du sepsis par certains professionnels de santé. On ne peut pas mettre tout sur la méconnaissance, il y a aussi une négligence avérée. Donc j'ai voulu, quelques mois plus tard, puisque ça fait partie de mon profil, d'aller comprendre qu'est-ce qui s'était passé, parce que je n'avais pas le droit d'explication. Hein. Croyez-moi que quand Fares est décédé, j'ai demandé de réunir l'équipe médicale qui a pris en charge mon fils, ne serait-ce que pour poser des questions, pour avoir des réponses à mes questions, puisque j'ai tout vu. Et on a refusé sous prétexte que j'avais déposé une plainte qui pour moi était tout à fait légitime par rapport
à cette non prise en charge en tout cas. Et donc après avoir analysé le dossier de Fares de réanimation, j'ai découvert le terme sepsis que personne ne m'a expliqué. Donc j'ai dit qu'est-ce que c'est que le sepsis? Et là j'ai entamé plein de recherches, donc, comme tout le monde, sur Google, essayer de comprendre, et j'ai commencé à faire des recherches, donc contacter des infectiologues, notamment Jean-Marc Cavaillon, que je remercie aujourd'hui parce que c'est grâce à lui si on est là, et c'est grâce à lui si on a fondé France Sepsis avec d'autres professionnels de santé, puisqu'il a répondu à mon mail. J'ai envoyé pas mal de mails pour comprendre c'est quoi le sepsis, quelles sont en tout cas les avancées, etc. Parce que pour moi, ce qui est arrivé à Fares, j'ai découvert que sur le territoire national français, il y avait plein d'autres cas, mais qui n'ont jamais vu le jour, puisque les parents, bien entendu, est-ce que je peux comprendre aussi, sont en deuil, donc n'ont pas envie de combattre. Et moi, je me suis fait une raison, parce que c'est aussi mon combat aujourd'hui, c'est donner un sens à ma vie. Bien entendu, je l'avais avant, mais là, c'est confirmé. C'est qu'est-ce que je peux apporter après la mort de mon fils? Comment cette résilience peut se justifier? Donc j'ai dit, il faut absolument que je crée quelque chose, de faire connaître le sepsis pour le grand public, mais aussi pour les professionnels de santé, puisque le parcours de Fares relate la réalité, en fait. Dans la réalité, c'est-à-dire une méconnaissance totale en ville des symptômes, et puis une méconnaissance totale avant la réanimation. Donc pour moi, il était primordial de pouvoir créer cette association et de pouvoir sensibiliser le grand public et aussi éduquer, parce que ça aussi, ça fait partie de mon travail, d'éduquer le grand public et les professionnels de santé en reconnaissant les signes, puisque dans le sepsis, malheureusement, nous avons un facteur temps qui est très important. Si le patient n'est pas pris en charge dans les délais, le patient peut décéder. Notamment, le sepsis, quand c'est une infection qui est à 80% bactérienne, si on ne met pas en route un antibiotique très rapidement, eh ben, on arrive à cet état de choc, donc un empoisonnement du sang par les bactéries. Donc l'association qui a été créée, donc, comme je vous l'ai dit, en juillet 2020, composée de 20 000 patients et de professionnels de santé, sa mission est de sensibiliser tout public au sepsis grâce à des programmes d'éducation et de sensibilisation pour promouvoir un diagnostic plus rapide et un traitement efficace pour le patient. Améliorer le diagnostic médical du sepsis en formant tous les acteurs de la santé en amont. Donc, comme je le disais, d'abord pour moi, la priorité c'est la ville, donc les médecins de ville, les paramédicaux, les infirmières d'orientation, les pharmaciens, les laboratoires, tous ces acteurs de santé doivent être conscients, en tout cas, de cette problématique de santé publique mondiale. Vulgariser le sepsis à destination de tout public, c'est ce que j'ai fait dès lors que j'ai lancé la médiatisation, donc dès lors que j'ai parlé de mon drame. Donc le sepsis a été connu du grand public et des professionnels de santé. Réduire sa mortalité grâce à la sensibilisation, puisque bien entendu le sepsis peut être évité. Donc on peut éviter ces décès si on reconnaît les signes et si le patient est pris en charge avec une prise en charge optimale. Et reconnaître, donc là c'est pas encore le cas, le sepsis comme une urgence imminente. Et là on pourrait penser à toutes les maladies cardiovasculaires, notamment la crise cardiaque, puisque tout le monde, grand public aujourd'hui et professionnels de santé, savent ce qu'il faut faire, c'est alerter et secourir. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le sepsis est une priorité d'urgence de santé publique. Donc, la résolution de l'OMS qui a décrété, qui a mis en alerte les États pour mettre en place une politique de prévention et de prise en charge optimale. Donc, on a 11 millions de décès par an dans le monde, soit un décès toutes les 2,8 secondes par sepsis, ce qui est énorme. En Afrique, c'est le continent le plus touché, donc près de 2 millions de décès. Alors pourquoi? Parce qu'on a des problèmes d'assainissement, d'eau, on a aussi des problèmes d'hygiène et d'accès aux soins, donc c'est pourquoi les populations sont plus touchées. Et on a aussi beaucoup de décès, comme l'avait soulevé Jean-Marc tout à l'heure, avec des enfants qui naissent en fait dans des structures qui ne sont pas adaptées et qui manquent d'hygiène, et donc des infections nosocomiales qui se greffent à l'accouchement. 50 millions de personnes touchées par le sepsis dans le monde, en Europe près de 700 000 décès et en France près de 57 000 décès. Alors il faut savoir que le coût moyen de l'hospitalisation en réanimation est en moyenne de 16 000 euros par patient, sachant que c'est 16 000 euros par patient avec une équipe pluridisciplinaire. Donc il y a plein de gens autour du patient
quand il est en réanimation. Et c'est la première cause justement de mortalité en réanimation. Qu'est-ce que c'est que le sepsis? Alors de manière scientifique, c'est un dérèglement du système immunitaire qui, au lieu de combattre l'infection, endommage nos propres tissus et organes avant d'entraîner leur défaillance d'organes ou multiviscérale quand il s'agit de plusieurs organes vitaux touchés. Et finalement, la mort, bien entendu, quand ce n'est pas pris en charge, ça peut malheureusement donner la mort, ou alors quand l'état du patient est très avancé, là on peut aussi, malheureusement avec tous les protocoles mis en place thérapeutiques, il peut décéder. C'est une infection générale venant d'un foyer initial qui se décharge dans la circulation sanguine, le plus souvent formée par une infection non traitée. Donc voilà, s'il n'est par exemple entre une infection, je vous donne un exemple très simple, la différence entre une infection virale et une infection bactérienne. Donc, j'ai donné l'exemple tout à l'heure d'une angine. Lorsque c'est une angine virale, il n'y a pas d'antibiotique. Et lorsque c'est une angine bactérienne, il faut absolument donner un antibiotique. Sinon, on peut avoir des gens qui vont répondre de manière dérégulée, c'est-à-dire le système immunitaire, au lieu de combattre l'infection, va faire l'effet inverse. Ça peut venir aussi des bactéries, des champignons, des virus, ainsi que des parasites, qui est très rare, donc qui peuvent provoquer un sepsis. Alors, de manière scientifique, je ne vais pas le refaire, donc là c'est la définition qui a été retenue par les sociétés savantes internationales et européennes. Voilà, définie comme suit. Donc, quand on parle de sepsis, alors c'est une infection plus un dysfonctionnement d'organes vital ou multiviscéral. Alors, il y a toujours une infection initiale, un point de départ d'une infection initiale, plus un dysfonctionnement d'organes. Donc normalement, quand on est dans cet état-là, on n'est pas à la maison où on est chez le médecin de ville, on est plutôt dans un service adapté pour surveiller justement les organes vitaux et pour agir le plus rapidement possible, puisqu'on est tenu par la Golden Hour, comme je vous l'ai dit, c'est des horaires à respecter pour pouvoir sauver le patient. Plus il est pris en charge, mieux il a des chances de survivre. Qu'est-ce qui cause le sepsis? Donc, comme je vous l'ai dit, donc, toute infection à point de départ locale, telle que l'infection des poumons dans le cas de la pneumonie, infection abdominale dans le cas de l'appendicite vésicule biliaire, infection de la peau et tissus mous, donc une petite plaie ou un panarie, une infection des méninges, l'infection urinaire, le syndrome de choc toxique, ça on a eu pas mal de revues de presse sur les femmes qui utilisent des tampons et malheureusement il y a eu un décès d'une jeune femme en Belgique avec cette infection qui s'est généralisée. Infection liée aux soins, donc ça c'est tout ce qui est nosocomial, donc par les cathéters. Nous avons aussi, chose que nous ignorons, la grippe saisonnière qui tue énormément. La Covid-19, on est en pleine pandémie, donc qui est un sepsis. Ebola, le paludisme, la fièvre jaune, et sachant que 80% des infections se contractent en dehors de l'hôpital. Donc vraiment, le travail est à faire, comme je l'ai dit, au niveau du grand public et dans la ville. Le sepsis peut toucher chacun d'entre nous, notamment ceux qui ont des comorbidités ou des maladies chroniques, donc qui ont un système immunitaire affaibli, donc les personnes âgées de plus de 60 ans, les nourrissons de moins d'1 an parce qu'ils n'ont pas encore eu leur carnet vaccinal, les personnes ayant des maladies chroniques, des poumons, du foie, du cœur, les diabétiques, les maladies infectées par le virus du sida et les personnes ayant une ablation de la rate. Voilà, tout ça on le sait dans toute pathologie, ce sont toujours des publics très ciblés et vulnérables. Alors, l'exposé des problématiques, alors tous les publics sont concernés, c'est-à-dire ça peut concerner du bébé à l'enfant, à l'adolescent, à l'adulte, jeune adulte, personnes âgées. Donc, le problème qui se pose, c'est une méconnaissance du grand public, tel que vous et moi. Bon, maintenant, moi, ça va. Et les professionnels de santé en dehors de la réanimation, puisque le sepsis relève des soins intensifs et de la réa. Donc ces professionnels de ce service-là maîtrisent parfaitement le sepsis, mais en dehors, c'est-à-dire en amont, tels que les services de soins continus à l'hôpital ou d'autres services, ils ne connaissent pas, ils ne maîtrisent pas, sans parler donc de la ville et des médecins qui se trouvent en ville, tels que les spécialistes et généralistes. Donc c'est pourquoi la sensibilisation, elle est quasi importante, en tout cas en début de parcours.
Alors, on remarque qu'il y a beaucoup de retard de diagnostic. Bien sûr, quand on arrive à l'hôpital, c'est toujours un état avancé. Pour ceux qui ont eu un sepsis et qui s'en sortent, il y a des séquelles très graves pour les survivants. Donc, vous allez voir, il y a des amputations, il y a des problèmes post-traumatiques, il y a comment dirais-je, des séquelles neurologiques. Enfin, il y a plein de choses. Et puis, il y a des maladies qui vont arriver par la suite, puisqu'on devient un état vulnérable. Donc, on est un patient qui a subi quelque chose, donc automatiquement, on est sujet à avoir d'autres difficultés par la suite au niveau pathologique. Accroissement des cas, donc le souci que nous aurons dans 50 ans, c'est un accroissement des cas parce qu'on aura un vieillissement de la population, mais on a aussi un autre facteur qui est l'antibiorésistance, puisque les germes aujourd'hui deviennent plus résistants par l'usage aussi des antibiotiques. Par l'usage excessif des antibiotiques. Alors les séquelles pour les survivants qui sont très lourdes, donc on a noté en général des amputations des membres, donc comme on avait vu dans l'exemple que Jean-Marc nous a montré tout à l'heure de cette jeune femme, amputation des membres, donc main, pied, trouble de la mémoire et de la concentration, qu'on ne peut pas malheureusement, on peut l'améliorer, mais voilà, on n'aura jamais la mémoire qu'on a eue avant le sepsis. Un syndrome de stress post-traumatique, dès qu'on passe en réa, automatiquement, on a peur, parce qu'on est entre la vie et la mort. Donc, j'imagine pas ce que ça fait dans la tête d'un humain. Le risque de doublement de cas de sepsis d'ici 50 ans, comme je l'ai dit, par le vieillissement de la population, et le facteur antibiorésistant, puisque dans 10 ans, nous aurons 10 millions de décès par sepsis en plus de ce qu'on a déjà. Par antibiorésistance, plus le sepsis. Donc ça fait beaucoup. Analyse, ce sont des décès évitables. Donc ça, c'est important de le savoir. Donc on peut éviter ces décès. Et comment on peut les éviter? En sensibilisant le grand public et les professionnels de santé. On peut également éviter les sepsis grâce à un programme d'éducation. Alors, lorsqu'on demande aux gens d'aller se vacciner, c'est hyper important la vaccination parce que ça nous protège. Grâce à des mesures d'hygiène élémentaire, lavage des mains, tel qu'on l'a vu avec la Covid. Donc l'hygiène des mains est quasi importante, par une prise de conscience collective tant par le grand public que les professionnels de santé. Et si une infection développe un sepsis, la règle à savoir, c'est qu'il faut rapidement identifier, mais ça c'est pour les médecins, identifier la porte d'entrée de l'infection et mettre en place un traitement par antibiotique. L'identification du sepsis et son traitement précoce sauve des vies. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, la golden hours, les 6 heures dorées où le patient doit avoir tous les moyens thérapeutiques pour être sauvé. Donc, bien entendu, quand je parle d'un traitement antibiotique, on parlera donc d'une infection bactérienne. Virale, c'est quasiment rare, mais quand il s'agit d'une infection bactérienne, l'antibiotique est hyper important. On ne peut pas soigner une infection bactérienne sans antibiotique. Et en plus, il faut, le souci que nous avons aussi avec les infections bactériennes, lorsqu'on arrive à l'hôpital et qu'on doit administrer, il faut comme je l'ai cité, il faut reconnaître rapidement l'entrée de l'infection, c'est-à-dire par exemple au niveau abdominal, et ensuite il faut passer aussi par un prélèvement pour savoir quel est l'antibiotique qui est le plus adapté aux germes. Parce que généralement, quand on a un sepsis, on va mettre une antibiothérapie à large spectre, donc on ouvre le spectre plus large d'antibiotiques, et parfois on a justement un souci pour soigner, pour traiter, parce qu'on n'a pas l'antibiotique adéquat aux germes que nous avons. Et c'est grâce à l'hémoculture qui met un temps fou pour arriver, entre 24 et 48 heures, qui nous donne, bien entendu, quand on a prélevé le germe et qu'on l'a mis en culture, on peut savoir quel est l'antibiotique adapté, en tout cas aux germes dont le patient est atteint. Donc ça aussi, c'est un autre défi pour les médecins lorsqu'ils prennent en charge un patient atteint de sepsis bactérienne. Alors les symptômes, comment peut-on reconnaître les symptômes? Donc ça, tout le monde peut être attentif aux symptômes. Dès lors qu'on a une fièvre supérieure à 38,3 ou inférieure à 36, ça c'est hyper important parce que par exemple dans le cas de Fares, c'était pas 38, c'était plutôt en dessous à un moment donné. Donc il faut savoir que la fièvre peut être
une hyperthermie comme ça peut être une hypothermie. La somnolence ou léthargique, un état très fatigué, on somnole, on a envie de dormir, on ne s'alimente plus, on vomit plusieurs fois dans la journée, une absence d'urine pendant une journée, crise ou convulsion. Alors ça c'est chez l'enfant bien entendu, les symptômes chez l'enfant et le nourrisson. Une éruption cutanée telle que le purpura, ce sont des petits boutons violacés qu'on peut découvrir sur le corps d'un petit nourrisson, qui est un signe d'alerte d'empoisonnement du sang. La pâleur, la marbrure, les extrémités froides et la respiration rapide, donc la tachycardie, est un signe d'alerte d'infection. Bien entendu, ça peut être 1 à 2 signes, comme ça peut être plusieurs signes associés. Donc il faut être très vigilant dès lors qu'on voit que quelqu'un ne va pas mal. Normalement, on arrive tous à observer qu'une personne ne va pas très bien. Alors pour l'adulte, on a à peu près les mêmes symptômes, donc toujours la fièvre supérieure à 38,3 ou inférieure à 36, la somnolence, confusion, difficulté à parler, des douleurs musculaires extrêmes comme un état grippal intense, une impression de mort imminente, ça c'est comme une crise d'angoisse mais assez violente, absence d'urine pendant toute une journée, pâleur, marbrure, extrémité froide, tachycardie, souffle court et essoufflement sont des signes d'alerte. Donc là, il faut appeler le 15. Quand vous êtes chez vous, bien entendu, mais quand vous êtes à l'hôpital, normalement, vous êtes pris en charge rapidement par un urgentiste. Donc ça, je ne vais pas vous en parler parce que je ne pense pas qu'il y ait des médecins dans la salle, c'est le QuickSOFA. Nous avons un indicateur, en tout cas pour les urgentistes, pour pouvoir identifier, parce que je me suis intéressée, comment le patient arrive de la maison à l'hôpital et comment l'hôpital évalue l'urgence chez le patient, parce que ça n'a pas été mon cas. Et là, je me suis interrogée s'il y avait des indicateurs. On m'a bien confirmé qu'il y avait des indicateurs tels que le QuickSOFA, qui permet donc à l'urgentiste de pouvoir identifier les anomalies qu'il observe à travers l'auscultation du patient. Donc voilà, bien entendu avec la confrontation d'un examen biologique qui ne pourra que confirmer ce qu'il observe. Donc le QuickSOFA est un indicateur déjà au niveau des urgences. À retenir, donc si en présence d'une infection, alors ça s'adresse bien entendu au médecin, donc vous êtes en ville, vous appelez le 15, et à l'hôpital, il faut toujours alerter soit l'urgentiste, le réanimateur ou l'infectiologue. Alors 4 axes de priorité pour notre association qu'on a mis en évidence, mais on a à chaque fois des axes. Donc là, c'est la prévention, la sensibilisation, le programme d'éducation, donc pour le grand public et les professionnels de santé en dehors de la réanimation. Assurer une prise en charge optimale grâce aux recommandations de la Haute Autorité de Santé, parce que j'ai oublié de vous dire aussi que je suis expert au niveau d'un groupe de travail de la Haute Autorité de Santé, notamment pour émettre des recommandations à tous les hôpitaux et structures qui prennent en charge le patient. Voilà, donc on est en plein dedans et ça va être élaboré normalement pour l'année prochaine, donc pour que toutes les structures soient munies de ces protocoles-là afin de prendre au mieux le patient en charge. Reconnaître, et sachant qu'en plus c'est une prise en charge pour tous les publics, bébés, enfants, adultes, personnes âgées. Donc on est en train de travailler ça avec les sociétés savantes. Reconnaître le sepsis comme une urgence imminente, ça c'est notre travail, mais ça n'a pas encore abouti. Donc l'objectif c'est que tout le monde puisse savoir ce que c'est que le sepsis et quoi faire, donc alerter et secourir. Et bien entendu la réduction des décès, puisque l'objectif de tout ça, la sensibilisation et le programme d'éducation permettront logiquement de réduire ces décès. Voilà, je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous pouvez mettre ce micro, s'il vous plaît, la régie? Je crois au deuxième. Merci.